bonjour à tous. Contrairement à ce que vous pensiez, ceci n'est pas une conférence. Pas tout à fait. C'est un petit peu plus qu'une conférence. C'est une discussion avec vous déjà, donc préparez déjà vos questions, vous en avez sans doute. Et c'est aussi un moment d'annonce. Donc nous voulions annoncer, nous à Philog, que je vais vous présenter, et nos partenaires qui vont également se présenter, un document cadre sur la manière dont nous allons conjointement gérer la mise en œuvre concrète d'un très beau texte, très inspirant, dont je vous recommande chaleureusement la lecture, qui est le décret tertiaire. Voilà. Diana Dizien, je suis la directrice déléguée de l'association Afilog et j'ai demandé à nos partenaires d'intervenir. Donc, je les laisse se présenter. Allô, oui. Bon, donc Yann Deferdy, moi je représente France Supply Chain. Et France Supply Chain, c'est une belle association qui, depuis maintenant plus de 50 ans, puisque c'était anciennement Aslog, fait, ça y est, c'est fini. Ah non, avec à peu près 450 belles entreprises, des échanges de bonnes pratiques et fait progresser les métiers de la supply chain. Voilà. Donc moi, Yannick Buisson, j'interviens à double titre aujourd'hui. Le premier, c'est en tant que président de la commission supply chain de TLF. Et je représente aussi Julien Dartout pour le Club Déméter qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc, il me fait confiance pour porter la voix du Club Déméter. Et pour ce qui me concerne, je représente Afilog, que je préside depuis très longtemps. Et donc... Diana, qui est la directrice déléguée, a présenté Afilog, donc je ne vais pas recommencer. Merci. Bon, ça ne se voit pas beaucoup ici, mais nos associations et fédérations n'ont pas toujours des points de vue complètement alignés, complètement convergents. Nous avons également des points de divergence et, par exemple, la négociation des baux pour la location des entrepôts peut parfois provoquer un certain nombre de tiraillements. Des tiraillements qui peuvent être aussi un petit peu accrus dans un contexte que vous connaissez de pénurie de foncier et donc, par conséquent, de pénurie de surface logistique. On est à un taux de vacances sur le parc logistique inférieur à 3%, même inférieur à 1% sur certaines régions. Donc, dans la négociation des baux, ce n'est pas toujours tout facile. Dans ce contexte arrive l'application du décret tertiaire. Et le décret tertiaire, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on doit aller tous ensemble vers la décarbonation. En théorie, on est tous d'accord. Je pense que tous dans cette salle et tous dans ce salon, nous œuvrons au quotidien pour la décarbonation. En tout cas, nous essayons de le faire. Mais entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un petit écart. Donc là, le décret tertiaire nous oblige à faire un certain nombre d'actions, notamment d'économie d'énergie, et ces actions ont un coût. C'est là où ça se complique. Mais ces actions ont aussi un bénéfice financier. Donc la question qu'on s'est posée conjointement avec nos partenaires, c'est de comment on se partage à la fois les coûts au début, la discussion, mais surtout comment on se partage les bénéfices. Est-ce que finalement les propriétaires baissent les charges de l'équivalent des économies réalisées? Ce n'est pas tout à fait si sûr, mais en tout cas, notre objectif collectif, c'était qu'on arrive à un partage des bénéfices qui soit fair play, qui soit vraiment marqué de ce tampon du fair play, pour qu'au moment de la négociation des baux, ça se passe le mieux possible. Pour cela, comment on a fait? Donc déjà, nous, chez Afilog, nous avons parmi nos membres des locataires et des propriétaires. Donc déjà, on a commencé par essayer de concerter en interne chez nous pour dire, bon, comment on peut s'organiser pour qu'entre nos membres de l'association, il n'y ait pas de difficultés. On a trouvé un ensemble de principes qui sont exposés, dont on va vous dire quelques mots un petit peu plus tard. On a réussi à se mettre d'accord. Et comme on a tellement bien réussi à se mettre d'accord, on s'est dit que ça serait peut-être pas inintéressant d'associer d'autres associations et organisations qui, elles, représentent
manière un peu plus massive les propriétaires, parce que les locataires. Les locataires, il y en a chez Afilog, mais pas tant que ça. Il y en a peut-être une douzaine ou une quinzaine. Et donc, c'est comme ça que nous sommes tournés d'abord vers le Club d'Émetteurs, puis vers l'Union TLF et France Supply Chain. Et comme les choses se passent bien parfois, nous avons, et ça n'a pas été forcément, ce n'est pas passé, on va dire, comme une lettre à la poste. On est quand même, on a été engagé dans un certain nombre de discussions, on a travaillé sur un texte, on a apporté des modifications. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir conjoint de vous dire que nous sommes d'accord sur un ensemble de principes. Ensemble de principes, évidemment, qui devra naturellement être mis à l'épreuve du réel, parce qu'on ne sait pas, ni vous ni nous, comment vraiment dans la négociation des baux ça va véritablement se passer, mais on aura le souci de le savoir. Et avec tout ça, on va essayer d'avancer ensemble pour des baux qui soient les plus équitables, les plus équilibrés possibles. Pour finir, avant de donner la parole à mes invités, je voudrais insister sur une chose qui est essentielle dans ce décret tertiaire. C'est que, avant qu'il ne s'agisse d'un partage de coûts, il s'agit vraiment d'un partage de bénéfices, parce que le texte ne nous oblige à agir que s'il y a un bénéfice financier. Si vos actions ne vous rapportent rien ou si vos actions vous coûtent plus que ça ne vous apporte, finalement, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez le faire, certes. Et donc là, il y aura aussi une négociation probablement, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, quelque part, le texte ne nous oblige que simplement à nous comporter comme des acteurs économiques logiques et cohérents. Donc, pour commencer, j'aimerais demander à Yannick Buisson, à son double titre donc de Club d'Émetteurs et de l'Union TLF, pourquoi vous êtes là aujourd'hui à nos côtés? Alors, on est là premièrement parce que les acteurs de la logistique sont engagés depuis longtemps dans la transition énergétique et l'amélioration de notre empreinte carbone. Et donc, effectivement, au sein de la commission Supply, c'est des sujets qu'on traite régulièrement sur comment et quelles sont les bonnes pratiques pour baisser notre empreinte carbone. Donc déjà, c'est le premier sujet. Et donc quand vous êtes venu nous voir avec un texte en nous disant voilà, ça serait bien que on a quelque chose à vous proposer, au début on vous a reçu avec quelques a priori. C'est vrai? Je confirme, oui. Le premier rendez-vous? Oui. Mais bon, on n'est pas des gens faciles. Voilà. Et puis on a fait un certain nombre de commentaires sur, en particulier, l'équilibre de ces mesures. On parlait de ce partage équilibré qui fait appel à d'autres choses qu'est la transparence. Et donc on a travaillé ensemble sur ces sujets-là pour arriver à un texte qui nous paraît équilibré, à la fois dans chacun garde ses responsabilités en tant que propriétaire, en tant que locataire, et ni l'un ni l'autre n'essaye de se défausser ou de reporter des charges et ou des obligations. Donc ça nous a paru un bon point de départ. Le fait que, et je pense que le texte, au-delà de se dire on ne fait pas s'il n'y a pas de logique économique, je pense qu'il faut le voir d'un point de vue positif, ça oblige les acteurs à trouver un sens économique aux actions. Et donc c'est ce qui nous paraît intéressant aussi. Et puis on a souhaité effectivement fixer un cadre de discussion. Et puis après, chacun reste maître et propriétaire de ses discussions commerciales, de ses baux. Mais en tout cas, ça pose les principes d'une application du décret tertiaire, et qui était la finalité première, c'est comment, de manière équilibrée, on peut déployer ce décret tertiaire sans se rejeter la balle de c'est toi, c'est moi, c'est un autre. Voilà, donc au titre de TLF, c'est dans ce cadre-là où on est co-signataire et pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une crainte côté TLF? Je sors un peu de notre conducteur, pardonnez-nous, mais est-ce qu'il y avait une crainte initiale que finalement les propriétaires saisissent un petit peu ce texte pour finalement valoriser leur patrimoine et faire payer une part plus grande que de raison aux locataires? Si je dis pas du tout, c'est faux. Donc oui, bien sûr, il y avait une crainte de
comment, via ce texte, des obligations actuelles du propriétaire pourraient être finalement partagées plutôt qu'être à 100% de la responsabilité du propriétaire, et donc d'en assumer les coûts. Ça posait aussi, et ce décret tertiaire, il pose un autre sujet, c'est que les investissements peuvent être vus d'un côté et les gains de l'autre. Donc c'est comment intelligemment on se dit que ça fait du sens de le faire puisqu'il y a des gains. Non mais c'est vrai, et donc c'était tout l'enjeu des discussions. Et donc oui, il y avait cet a priori qu'on a réussi à dépasser. Oui, c'est vrai qu'à la différence de ce qui se passe en logement, quand vous êtes locataire d'un logement ou propriétaire, vous savez à peu près comment la répartition se fait. Dans le cadre, quand il y a des travaux, par exemple, la difficulté qu'on a partagée, c'est que dans ce décret tertiaire, nous sommes solidairement co-responsables et que l'État, en rédigeant son texte, nous a mis dans cette situation de co-responsabilité et nous a quelque part obligés à faire ce document sous peine que finalement il y ait des clarifications aussi peut-être non souhaitées par la suite. Donc c'était aussi important de se mettre d'accord entre nous pour éviter qu'à un moment donné il y ait une ligne décidée de l'extérieur et qui finalement ne convienne pas aux deux parties. Oui. Mais comme je l'ai dit, les deux parties ont intérêt et sont déjà engagées sur ces sujets de transition écologique, de réduction de l'empreinte carbone. Et donc, c'est le sujet qui nous réunit autour du texte. Et donc, on a tous plus ou moins des solutions. Et on viendra sur le point de vue Déméter. Il y a déjà plein de solutions qui existent aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de partager ces bonnes pratiques. Justement, que ce soit sur... cet objectif supérieur qui nous réunit ou sur les autres aspects du travail, sur le point de vue de Déméter, on peut enchaîner aussi là-dessus. Donc Déméter, pour ceux qui ne connaissent pas, et je salue Pénélope Lego qui est membre du conseil d'administration de Déméter, c'est un club qui a été créé il y a plus de 20 ans autour des sujets de responsabilité et de durabilité. En 2007, de mémoire, c'est devenu une association auquel adhèrent des chargeurs, des prestataires logistiques, des transporteurs. Et le point qui les réunit, c'est la responsabilité, la durabilité et donc tout ce qu'on peut appeler maintenant développement durable, toutes ces initiatives, avec un fil conducteur qui est l'expérimentation. Et donc on a des représentants de toute la chaîne logistique, avec l'ambition de tester des choses pour pouvoir en faire bénéficier déjà les membres du club Déméter et plus largement. Et donc ce décret tertiaire, il rentre aussi dans les préoccupations que traite Déméter. Et donc dans ce souci d'expérimentation, le club Déméter a travaillé. Premièrement, à essayer de déchiffrer ce décret tertiaire. Comme tout bon décret, il est très explicite. Une fois ce décret explicité, les membres ont travaillé ensemble pour regarder quelles pouvaient être effectivement, sur la base de la proposition, en tout cas les actions qui pouvaient être mises en œuvre. Et troisièmement, le club Déméter met désormais à disposition une boîte à outils, des actions possibles que chacun peut enrichir. Et donc voilà, il y a des fiches sur telle action va générer tel bénéfice. Et donc chacun d'entre nous, dans nos entreprises, quand on teste des choses, on met en place, on peut aller enrichir ces fiches-là pour la communauté. Et on pense que c'est un sujet qui dépasse le reste. Et donc on devrait être en partage de ces pratiques. Donc voilà, donc le club Déméter, ça rentrait parfaitement dans ce qu'ils font depuis 20 ans. Effectivement tout de suite dans le sujet mise en pratique et expérimentation, met à disposition une boîte à outils de projets concrets, testés, avec des retours d'expérience. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez bien entendu vous adresser à Julien Dartout, Club Déméter, vous lui envoyez un petit message. Sinon il y a Pénélope. Regardez, voilà. je vous la montre, elle va se lever, comme ça à la fin, si vous voulez interpeller Pénélope, c'est elle qu'il faut interpeller. C'est pour orienter tous les journalistes. Pénélope qui a participé au groupe de travail conjoint chez Club Déméter avec Afilog. Et j'en profite, puisque Julien Serra, il le ferait.
Il y a de formidables formations en ce moment sur la fresque logistique que porte le Club Déméter. Et donc, ne repartez pas sans avoir été formé à la fresque logistique, puisque Pénélope s'est fixé un objectif d'1 million de personnes formées. Et donc, je pense que vous... Non, pas aujourd'hui, mais assez vite. Donc, je pense qu'il faut que vous repartiez avec votre tampon fresque logistique. C'est important. Une visite au SITL sans la fresque logistique, c'est pas une visite. Et le décret tertiaire, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, pas facile de prendre la parole après cette intervention, une fois que tout a été dit, Yann. Pour autant, quel regard porte France Supply Chain et ses adhérents sur ce document, sur cette démarche, sur la suite aussi? D'abord, ce qui nous préoccupe beaucoup à France Supply Chain, c'est tous nos travaux, c'est autour de la supply chain durable, plus frugale et plus désirable. Alors nous, et il se trouve qu'un des éléments importants dans la partie dans la supply chain, c'est certes le pilotage des flux, etc., mais quand même il y a des outils, et ces outils qui dépensent de l'énergie, qui font d'ailleurs tout l'objet du décret tertiaire, en fait. Et donc, on se dit... Premier risque qu'on a identifié, c'est de se dire si on n'arrive pas à s'entendre, en fait, ça va faire que repousser certaines actions. Donc en fait, on va diluer le truc, on va attendre la fin d'un bail, on va attendre un conflit, on va attendre je sais pas quoi, et du coup, on va finalement retarder la mise en œuvre d'actions qui vont nuire finalement au rejet carboné des supply chains des utilisateurs. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est pour autant... On avait un certain nombre de membres qui regardaient avec le même genre de suspicion, en fait. C'était vraiment très curieux. En disant, mais bon, il ne s'agit pas non plus qu'on se fasse tondre dans cette histoire, qu'on présente le dos, en disant, bah oui, évidemment, c'est bien, on va tous faire des trucs, et puis c'est vous qui allez empocher la mise, etc. Donc, il y avait de la suspicion, de la même façon. Je pense que le travail qui a été fait, beaucoup entre vous... Non, reste là parce que finalement on est bons amis. Bon, et c'est que on a trouvé, à mon avis, le bon ton, le bon équilibre, et qu'il nous semblait aussi important que les pouvoirs publics l'entendent. C'est-à-dire qu'après avoir rédigé un décret comme un décret, finalement, si on ne s'entend pas, forcément le truc après derrière qui peut venir, c'est un oukase qui tombe, enfin c'est pas bien porté en ce moment, mais de dire non, voilà, ça va se passer comme ça et ça s'impose à tous et ça va peut-être pas aller dans le bon sens. Donc finalement, se dire, voilà, on est arrivé à se mettre d'accord à plusieurs associations, à plusieurs voix, à plusieurs personnes, comme tu le soulignais, qui n'ont pas forcément toujours le même point de vue, pour arriver à se mettre en ligne sur ces sujets sérieux et puis importants dans le temps. Je pense que c'est un truc, c'est bien de venir assister à ça parce que c'est un événement quasi historique. Et en fait, ça va vraiment porter ses fruits. Donc nous, ça nous intéressait aussi que voilà, le gouvernement puisse entendre, les autorités puissent entendre que on s'est mis d'accord. On a un texte équilibré qui nous permet de gérer ces relations à la fois dans le temps, rapidement, et puis par rapport aux aspects plus pécuniaires et financiers. Nous avons d'ailleurs écrit à l'État pour tous les quatre pour indiquer la teneur de l'accord que nous avons trouvé et qui, j'espère que nous aurons une réponse. On vous a dit beaucoup sur pourquoi, vers quel objectif, comment cette démarche va aller vers... comment elle va contribuer à un chemin vers la décarbonation. Maintenant, il faut qu'on vous dise quand même un peu ce qu'il y a dans ces principes. Et pour cela, je donne la parole à Claude Sanson, président d'Afilog. Oui, Afilog, vous savez, la logistique a quelquefois pas une très très bonne image auprès des pouvoirs publics, auprès des citoyens, mais Afilog a eu l'image de défendre plutôt les intérêts des propriétaires. Et nous souhaitions, comme l'a dit Diana tout à l'heure, nous souhaitions réellement mettre en œuvre une discussion avec les preneurs pour essayer de trouver le point qui permettrait de ne pas s'affronter chaque fois qu'on doit signer un bail sur ces sujets. La décarbonation, c'est
quelque chose de normal et de logique. Il faut qu'on travaille dessus, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un sujet sur lequel on commence à se combattre. Donc, c'était vraiment l'objectif que nous avions au moment où nous avons rencontré l'ensemble des utilisateurs, des preneurs, et en sachant que, je me souviens bien qu'à chaque fois ou dans les premières réunions qu'on avait, on précisait toujours qu'il n'y avait absolument aucune imposition de notre part de quoi que ce soit, mais qu'on était vraiment à la recherche du compromis. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, et a priori ce sur quoi on est arrivé. Alors, les locataires sont pour eux dans quelque chose qui ne peut que a priori les intéresser, dans la mesure où, tel que nous avons convenu de travailler, le locataire ne peut pas être perdant. Et ça, c'est extrêmement important. On sait que dans un bâtiment, c'est obligatoirement le propriétaire qui doit procéder au financement des différentes actions d'amélioration du bâtiment. C'est le cas. Comme l'a précisé tout à l'heure Diana, on n'est pas obligé de le faire si l'approche qu'on a entre les gains, les bénéfices qu'on va tirer et le montant du financement de l'action est plus élevé que les gains qu'on va en tirer. On n'est pas obligé de le faire. Donc, sur ces points-là, il n'y a pas de problème, on arrive à trouver la solution. Pourquoi aussi, sur le plan pratique, et ce sur quoi on a porté les efforts pour que les locataires, les preneurs des bâtiments ne soient pas lésés, ne soient pas perdants, plus que lésés d'ailleurs, c'est que sur le plan technique, c'est quelque chose qui est porté, bien évidemment, par le propriétaire. Et si le propriétaire, au moment où il établit ses devis pour monter une opération, on s'aperçoit qu'il s'est trompé dans le devis qu'il a prononcé, ou si pour une autre raison, dans la mise en œuvre, ça coûte plus cher que ce qui était prévu, eh bien, on va donc demander à ce que de réviser la partie que le locataire va payer. Donc le locataire reversera moins. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, le propriétaire finance l'action, finance le travaux. Le locataire, lui, il va payer moins d'énergie, puisque le bâtiment va être moins énergivore, donc il va payer moins d'énergie. Mais si les travaux ne correspondent pas tout à fait à ça, il va payer un petit peu plus que ce qu'il avait prévu de payer. Eh bien, dans les accords que nous signons, le reversement que peut faire le locataire vers le propriétaire, puisque les bénéfices, on essaye qu'ils soient partagés, eh bien, le reversement que fera le locataire vers le propriétaire sera diminué si le propriétaire a fait les effets. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le propriétaire pilote l'ensemble, ça on a compris, mais porte le risque? Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est le propriétaire qui porte le risque de choix techniques et technologiques, d'évolution du prix de l'énergie? C'est pour ça que je dis le locataire ne peut que avoir un bénéfice dans cette opération. Ce bénéfice sera effectivement plus ou moins élevé, mais le risque, il est porté par le propriétaire. Dans tous les cas de figure, y compris donc si l'énergie vient à monter, le prix de l'énergie vient à monter en cours des années, eh bien là aussi la réduction pour le locataire sera moins forte. S'il paye son énergie plus cher, eh bien là aussi le propriétaire acceptera de partager. Donc il y a un dernier point, si vous voulez, qui n'est pas négligeable, c'est que comme tout investissement, cet investissement correspond à une durée d'amortissement, et si le locataire quitte le bâtiment sur lequel il est en location en cours de route, eh bien, c'est le propriétaire, là aussi, qui reprendra à sa charge la totalité du reste de l'amortissement qui est à faire. Donc, vous voyez qu'on a vraiment, nous, cherché à ce que ce soit un dossier sur lequel l'utilisateur, on travaille avec lui, on travaille avec eux pour établir comment on va faire, ce qu'on va faire, quels sont les gains qu'on va réaliser, mais c'est vraiment le propriétaire qui garde bien la charge de l'ensemble de tout cela. C'est extrêmement important parce que, on l'a dit tout à l'heure, Yannick l'a dit, c'est qu'il
il ne s'agit pas qu'on se retrouve dans des périodes de tiraillement les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas le but. Hein. On a suffisamment d'autres sujets. La sécurité des quais, ou je ne sais quoi d'autre. les cales. Voilà, non, mais je veux dire, on a suffisamment de sujets. Donc ça, il faut déjà qu'on évite. Et puis par ailleurs, si nous n'avons pas, Diana l'a dit, et vraiment j'y insiste beaucoup, si nous n'avons pas cette capacité de trouver un accord entre nous, il est certain que l'État, dans ses clarifications du décret, nous imposera des choses qui en fait ne feront plaisir à personne, hein, ni aux locataires, ni aux propriétaires. Donc autant qu'on se mette d'accord avant, et comme l'a dit Diana, on a transmis maintenant, et d'une seule voix, puisque les quatre associations ont signé le document qu'on a envoyé au gouvernement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment commun et qui peut être intéressant. Merci. Bien entendu, ce document qui sera disponible d'ici peu sur notre site internet, peut-être sur celui de nos camarades aussi, est une première étape. C'est un élément qui mérite ensuite d'être complété par une méthode de suivi, par toujours l'épreuve du réel, comment ça va se passer dans la vraie vie. Donc nous avons inclus évidemment au bout de 2 ans, mais aussi au fil de l'eau, un dispositif de suivi de ce dispositif, parce que nous ne savons pas aujourd'hui comment véritablement tout ça va se mettre en place. Et tout ça, ça sera fait de manière, j'oserais dire paritaire, mais en tout cas collective, commune, voilà, dans l'esprit de ce document. Ce que je voudrais ajouter, c'est que à la lumière de ce que nous avons fait, on a quand même quelques autres sujets ça peut servir à quelques autres sujets d'exemple. Vous savez que maintenant sur les entrepôts, on produit l'énergie. Cette énergie, il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est pas aussi simple. Eh bien, on peut essayer, à la lumière de ce qui a été fait dans ce domaine, de travailler sur l'énergie avec les locataires. Vous savez que dans le cadre là aussi de l'environnement, on travaille sur tout ce qui est l'entretien d'espaces verts paysagers autour et tout le cinéma. Eh bien, là aussi, on peut sans doute travailler avec les locataires pour voir comment on peut améliorer, faire des choses plus belles. Parce que je rappelle quand même que, indépendamment des gains que nous demandent les pouvoirs publics de faire en matière d'énergie, je rappelle quand même que l'image globale d'un bâtiment logistique, elle est quand même encore, qu'on le veuille ou non, négative. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il a besoin de l'entrepôt ou de la logistique pour avoir son truc qu'il a commandé hier matin et qu'il va recevoir tout à l'heure, mais n'empêche que le bâtiment qui le fait, et ça ne lui plaît pas de trop. Donc il faut qu'on améliore l'image de nos bâtiments logistiques, c'est extrêmement important, et si on produit une énergie, c'est positif. Si on met de l'espace vert, c'est positif. Ça ne peut qu'améliorer l'image de tout ça. Et si on le fait ensemble, c'est encore vachement mieux parce qu'on ne parle que d'une seule voix. C'est vrai que si on arrive à se mettre d'accord sur des sujets aussi délicats et difficiles que le partage de coûts et de bénéfices, on devrait pouvoir y arriver aussi sur d'autres types d'actions. Je rappellerai, avant de donner la parole à la salle, que devant nous, il pourrait y avoir d'autres étapes. Nous allons réfléchir dans les semaines qui viennent à peut-être commencer à rédiger des exemples de dispositions dans lesquelles les parties pourraient piocher une sorte de boîte à outils avec des dispositions, avec des éléments de cahier des charges, avec évidemment aucune obligation, ni ce document, ni tout ce que nous pourrons proposer ne sera opposable aux tiers. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une démarche volontaire et qui ne remplacera pas, qui ne s'imposera pas stricto sensu à nos membres. Donc on va essayer d'outiller un peu ce dispositif et en parallèle de lancer la démarche de suivi. Est-ce que, à la lumière de tout ce qui vous a été dit, vous auriez, je l'espère, des questions ? Moi, je veux bien rajouter un point. Je rajoute un point. Pardon, on me coupe le sifflet. Non, le club Déméter Pro, pardon. Le club.
le Club Déméter propose que dans l'annexe environnementale des baux, qui est une annexe officielle et obligatoire, le preneur et le propriétaire puissent mettre en place un plan de progrès environnemental qui serait finalement comme on a l'habitude de mettre en place des plans de progrès avec d'autres parties prenantes comme nos clients. Et ça a le mérite de se mettre d'accord sur les projets qui doivent être réalisés sur le bâtiment. Ça a le mérite de le planifier. Et on va tous devoir dans les entreprises planifier les investissements à venir sur une feuille de route de décarbonation. Et donc en tout cas, tout ce qui donne de la visibilité, qui permet d'échanger entre le preneur et le bailleur, enfin le bailleur et le propriétaire, pardon, sont de nature à faire en sorte que les projets se passent et on coopère. Donc effectivement, dans les recommandations ou dans les fiches pratiques du Club Déméter, on retrouvera ce sujet d'une feuille de route commune, un plan de progrès partagé, vous l'appelez comme vous voulez, qui est une bonne pratique, une recommandation. Voilà. Merci, merci. Merci. Bonjour, Benjamin Audibert, Energis. Je voulais savoir si le principe de partage finalement du risque entre le partage des gains avec le preneur pourrait s'appliquer à d'autres classes d'actifs, type les commerces. Merci. Bon, j'apporte un début de réponse et peut-être que vous pourrez compléter. Il se trouve que nos camarades du commerce ont eu vent de nos discussions et de ce document. S'ils sont intéressés, on a déjà commencé à discuter avec eux. Ils ont trouvé ça fort intéressant, sachant que le commerce est aussi une classe d'actifs où on a une grande diversité et une grande segmentation par usage, comme la nôtre. À titre plus personnel, je pense que le monde du bureau pourra également s'en inspirer. Ils sont aussi dotés d'un équilibre propriétaire-locataire qui fonctionne bien et dans lequel ils sont également, comme nous, conjointement responsables. Donc oui, en toute immodestie, nous pensons avoir une certaine exemplarité et dont pourraient s'inspirer les autres classes d'actifs à l'avenir. Est-ce que vous avez un point de vue sur la question? Yann, on est d'accord sur la réponse. Et non, mais au-delà de ça, et je rebondis sur ce que Claude disait tout à l'heure, il y a plein de sujets entre propriétaires et locataires qui peuvent être abordés de cet angle-là. On sait que les prochains textes, on manque pas de textes qui vont devoir s'appliquer demain aux bâtiments logistiques. Et donc plus on est aligné et plus on porte une seule voix, plus je pense on pourra travailler avec le gouvernement à des décrets applicables. Donc c'est important que ça soit une première pierre. On l'a dit, il y a bien sûr les panneaux solaires, il y a les bornes électriques de recharge, il y a plein de sujets qui sont de l'infrastructure, du réglementaire à destination des usagers. Et on a cruellement besoin de montrer que les entrepôts sont contributeurs à leur environnement. En énergie par exemple, mais pas que. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Bonjour, Thomas Steinmüller. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait élargir cette coopération avec propriétaires et utilisateurs aussi sur le niveau de numérisation, c'est-à-dire l'échange des datas, parce qu'avec les datas, on pourrait faire aussi des avantages. Serait possible de faire aussi des partages comme ça, comme vous l'avez prévu? Alors là il y a Maxime qui est là, qui a la synthèse. Hier soir, on a beaucoup échangé autour de la data et de l'interopérabilité des données, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, tous nos business sont impactés par ça. Alors il y a dématérialisation de ceci ou d'autres documents, accélération du flux, demande d'informations pour savoir quand arrive le chauffeur, possibilité d'altérer cette information en temps réel au fur et à mesure des événements. Et on voit que c'est extrêmement compliqué. Alors, à l'intérieur d'une entreprise, entre plusieurs services, d'échanger de l'information. Entre des entreprises, c'est encore plus compliqué. Et finalement,
hier soir, on parlait du malheureux chauffeur monovéhicule qui a plusieurs clients. Il va se retrouver avec sur son téléphone portable N applications pour signaler une information qui peut être importante pour le client X, Y, Z, puisqu'en fait les protocoles ne sont pas les mêmes, les données ne sont pas échangées, et je passe sur toutes les étapes de ressaisie avec erreur éventuelle ou même envoi d'une information à quelqu'un qui en a rien à faire ou autre. Bon. Et alors, on est parti de là avec Denis Schoumer de la UTF sur une proposition qu'on va peut-être être amené à faire, mais en tout cas, on va avoir une réflexion. On a l'habitude de travailler avec la UTF sur ces sujets dits de coalition ou d'alliance pour essayer de faire en sorte que les parties prenantes qui sont à la fois des donneurs d'ordre, des chargeurs, des transporteurs, des logisticiens, puissent se mettre d'accord sur un certain nombre de formats. Il y a déjà Géodis qui est assez avancé, mais Géodis n'est pas forcément... il faudrait une espèce de gardien qui soit un petit peu en dehors, qui soit un petit peu indépendant, même si on est dans le même business. Et en fait... on s'est dit qu'on allait peut-être recopier ce qu'on avait fait dans la coalition Vélix, c'est-à-dire qu'on a fédéré des chargeurs pour s'engager à mettre des conteneurs sur des bateaux à voile de façon à ce que les constructeurs de bateaux à voile puissent mettre en chantier les bateaux à voile. D'accord ? Et bien là, se dire, on va essayer de fédérer des chargeurs, fédérer des acteurs divers de nos métiers pour dire on va se mettre d'accord sur un modèle de données, sur des protocoles d'échange, de manière à ce que de la même façon que l'IATA a réussi à faire quelque chose de très puissant pour l'industrie aéronautique, qu'on puisse faire la même chose pour une logistique terrestre. Et c'est un petit peu l'idée. C'est très ambitieux, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Moi, j'ai l'habitude de citer John Kennedy qui disait « Nous allons sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile ». Et je pense que je nous sens, depuis hier soir, très motivés sur ce sujet. Voilà. Merci. J'avais une deuxième question. Oui, bonjour, Romain Fournier. Je souhaitais poser d'abord, j'ai 3 petites questions. La première, c'est une question de clarification, à savoir si ce que l'AFILOG propose conjointement avec les autres associations, c'est que les propriétaires préfinancent 100% des CAPEX nécessaires à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire en l'échange de surloyers acceptés sur la période des baux par les locataires, si j'essaye de le dire avec mes mots. Première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il a été procédé à une évaluation d'ensemble de ce qu'allaient représenter les CAPEX, par exemple à l'échelle des membres de l'AFILOG à consentir pour les échéances, par exemple 2030 ? Est-ce qu'on parle de 1% de la valeur des patrimoines, 5%, 10%, 15%, 30% de la valeur des patrimoines ? Et le dernier point, vous avez mentionné que l'idée était de faire, ou en tout cas de mettre en œuvre un partage des coûts et des bénéfices. Est-ce que ça intègre par exemple des coûts futurs qu'on sent se rapprocher, comme par exemple le fait qu'à partir de 2027-28, l'immobilier fasse également l'objet d'une taxe carbone, comme c'est déjà le cas dans le monde de l'industrie, qui peut représenter des coûts qui, selon certaines valeurs de marché, pourraient être potentiellement exorbitants à l'avenir ? Je vous remercie. Je vais apporter quelques éléments de réponse aux questions 2 et 3. Et je laisserai peut-être Yannick et Yann répondre à la une et aux 2 autres. La deuxième question, non, nous n'avons pas fait une estimation comme vous l'entendez. L'exercice est compliqué. Et notre objectif n'est pas de prendre les choses en main de manière autoritaire. On n'est pas là pour diriger la vie de nos adhérents. On est là pour ouvrir des voies. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Sur la troisième question, je pense aussi que c'est une vraie question, mais c'est entre anticiper des coûts de cette nature-là, très honnêtement, nous ne savons pas le faire à date. Sur la mise en œuvre concrète, je laisserai. Et par ailleurs, nous avons prévu de faire fonctionner tel que nous l'avons écrit pendant 2 ans et de voir ce que ça va donner, hein, sur un plan pratique. Hein. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Là, pour le moment, on s'est arrêté pour essayer d'avoir une vue commune, mais il y aura sans doute des aménagements à apporter dans les années à venir.
Et comme vous savez, dans la négociation des baux, il y a le décret tertiaire, il y a plein d'autres sujets qui viennent se mélanger. Donc, Alors sur le coût global, je citerai Bearing Point qui a... Bearing Point a évalué à 3% du PIB le coût de transformation et des adaptations. Donc on parle quand même d'investissements qui sont assez conséquents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième qui est important de rappeler, c'est que cet accord qu'on a signé ne parle pas de refacturation, puisque dans les organisations professionnelles, ce n'est pas du tout l'objet des discussions qu'on a. D'accord ? Par contre, il pose un certain nombre de principes, qui est de dire, voilà, le premier, on est d'accord pour travailler en transparence, puisqu'il y a le coût, parfois il y a du C2E, parfois il y a plein de dispositifs, donc il est normal que le propriétaire et les locataires aient connaissance de l'ensemble des dispositifs pour connaître le coût réel. Le deuxième, c'est qu'il va y avoir des gains, et les deux principes qu'on a posés, c'est que le propriétaire ne peut pas demander plus de rétrocession que les gains qui vont être générés. Et à l'inverse, le minimum étant l'amortissement de l'installation. Donc on encadre en fait ce sujet-là en disant la logique voudrait que le minimum soit ça paye l'investissement, puisqu'il y a un gain, et au maximum, c'est le gain réalisé qui est restitué. Et entre ça, eh ben, les propriétaires et les bailleurs se mettront d'accord. Comme l'a dit Diana, il y a plein d'autres sujets dans le bail. Est-ce que c'est un bâtiment qui a 50 ans? Est-ce que c'est un bâtiment qui a 2 ans? Est-ce que c'est normal qu'il soit dans cet état-là et qu'il n'y ait pas eu d'investissements qui ont été faits avant et qu'on les fait maintenant? Enfin, donc ensuite, chaque bail est une situation particulière auquel il faudra regarder comment on applique ces principes-là. Voilà, c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça a l'air de répondre à la question. Discussion à continuer sur notre pavillon ou sur le stand de nos partenaires, car nous devons libérer la salle. Merci à tous. Diana, tu as été fantastique. Meneuse de jeu incroyable. Ah bah attends.